Bonjour, PTE 11 vient de sortir et il contient un certain nombre de nouveautés. Ce sont des ajouts, disons, on peut considérer comme mineurs, hein, il n'y a rien de révolutionnaire. Ce sont des ajouts, des simplifications et des améliorations dans tous les domaines. Donc je les ai listés dans ce qui m'a semblé être l'ordre d'importance. On va dire ce qui est utile à tout le monde va arriver en tête et ce qui est utile, disons dans certains cas plus spécialisés, ça arrivera vers la fin. Donc on va aller du plus communément utilisé vers ce qu'il est beaucoup moins parce que souvent ça s'adresse plutôt à des experts qu'à l'utilisateur moyen. Mais de toute façon, toutes ces nouveautés sont intéressantes et vont grandement nous simplifier le travail. La première des nouveautés à signaler, c'est l'ajout d'une nouvelle option qui permet d'enregistrer une copie du fichier du projet PTE au moment où on ouvre le fichier .pte qui contient, c'est le fichier de commande. Donc automatiquement, une copie qui s'appelle .pte.back est créée. Autrement dit, lorsque vous ouvrez le fichier, vous avez une copie de ce fichier de commande qui se crée. Donc vous allez travailler, supposons que vous enregistrez une nouvelle version, si c'était la version 1, ce sera la version 2, mais vous pourrez revenir au dernier état de la version 1 grâce à ce .back. Donc c'est quelque chose qui peut s'avérer utile quand on a fait beaucoup de modifications, puis on ne sait plus lesquelles exactement, et on voudrait revenir en arrière, on n'a pas sauvé son travail, et ben voilà, là on peut repartir de la version précédente. Donc c'est quelque chose, bien sûr, qu'on recommande, ça simplifie la vie à tout le monde. En numéro 2, j'ai placé la grande nouveauté de PTE version 11, à savoir l'animation des textes, enfin la possibilité d'animer l'apparition des lettres et des textes. Donc ceci, vous le voyez, ça se passe dans l'onglet Propriétés, bien que ce soit une animation. Vous avez ici une case à cocher, Animation personnalisée, et on va voir tout de suite ce que ça donne à travers cet exemple. Voilà, vous voyez, mon texte s'affiche petit à petit, et puis il s'efface en commençant par le milieu du texte. Voilà l'animation que j'ai réalisée. On va voir ça, on va voir en détail comment j'ai fait. Donc ici, j'ai mon texte, avec un point de contrôle pour le début, bon, après la transition, et pour la fin. S'il y a d'autres points de contrôle au milieu, ils vont servir pour le déplacement du texte, comme d'habitude, ou toutes les propriétés qui sont dans animation, mais l'animation des caractères, du texte lui-même, ça va ne se faire qu'entre le premier et le dernier point. Donc ici, vous voyez, je vais dans l'onglet Propriétés, et si je décoche animation, le texte apparaît comme il apparaissait toujours jusqu'à présent, et c'est uniquement quand on coche animation, mon texte disparaît au début pour ensuite apparaître progressivement, puis s'effacer avant d'atteindre le second, le point de contrôle terminal. Alors voyons un peu comment les choses se passent. Pour ça, on appuie sur le bouton personnaliser. Une fenêtre animation du texte s'ouvre. Cette fenêtre est bien sûr redimensionnable. Vous avez la possibilité d'utiliser soit le texte que vous venez de taper, soit des exemples si vous n'avez pas encore tapé votre texte. Vous avez ici deux onglets, début et fin. Voilà ce qui se passe au début et voilà comment on va traiter ce qui se passe à la fin. Alors ici, au début, on a choisi de prendre une animation toute faite, fondue doux. Vous voyez, il y a zoom in, zoom out, il y en a plusieurs. On les évoquera rapidement. Et donc ici, on a choisi fondu doux et on n'a rien personnalisé. Alors vous avez ici une barre de temps, vous voyez, qui part de 0
et qui va jusqu'à 12,781 parce que ma vue doit durer plus de 12 secondes, c'est la durée qui s'écoule entre le premier et le dernier point de contrôle. Donc tout ce qui va se passer au début, c'est dans cette zone de temps grisée. Vous voyez, dans le cas présent, ça va durer 6 secondes 39. Et la fin, qui va durer 5 secondes 41, la voilà. Alors, vous voyez aussi que ici, la durée est indiquée en pourcentage de la durée totale. Donc, j'ai mis 50 secondes. Et pour la durée fin, eh bien, vous voyez, je suis à 42 secondes. Donc, ceci est paramétrable. Je peux décider de le modifier comme ça, simplement en utilisant les curseurs qui sont là en bas. Donc ça s'affiche en secondes, tandis que là, on l'affiche en pourcentage. Donc ici, vous voyez, ça serait plus rapide. On va directement à la fin, et la fin aussi est plus rapide. Donc, bon, on peut faire varier ces choses-là à volonté. Donc au début, soit on utilise les mouvements déjà enregistrés, soit on vient ici, on coche personnalisé, et là on choisit les mouvements qui existent, par exemple zoom et rotation, pourquoi pas, voyons ce que ça donne. On va mettre plus de temps, on va mettre par exemple un temps très long, 10 secondes, on a le droit. Voilà. Donc vous voyez là, c'est un effet qui devient très marqué, hein. Ça attire beaucoup l'attention. Donc sur un texte aussi long, c'est peut-être pas une bonne idée, hein. Mais enfin ça ensuite, bien sûr, tout varie selon les usages. Et puis là, les caractères, on peut les traiter du début à la fin ou de la fin au début. Voilà. Ou en commençant par le milieu. Bon, ici, il y a plusieurs possibilités, mais je trouve que celle qui était choisie ici est tout à fait suffisante. Fondu, doux. Alors, pour la fin, on a la possibilité soit de personnaliser, comme je l'ai fait ici pour repartir du milieu, soit d'utiliser tout simplement la même chose qu'au début. Donc, ça va s'effacer ce coup-ci, puisque tout à l'heure, ça s'affichait. Ou le faire en ordre inverse du début. On efface par la fin, voilà. Et puis, on peut avoir des modèles personnels, tiens, il y en a deux d'enregistrés ici. Alors, Bruno 1F, je ne sais plus ce que c'est. Ah bah tiens, voilà, on le découvre. Alors, on va, pour bien le voir, je fais l'effet inverse. Ah, vous voyez, c'est assez amusant, ça disparaît un peu de manière aléatoire. Donc je peux voir ce que j'ai fait. Ouh là là là, un peu complexe. En fait, j'ai créé des groupes. Et donc en créant 3 groupes de lignes, ben, on a 3 lignes, ça tombe bien. Pour les mots, j'ai un seul groupe, mais je commence par le milieu. Et pour les caractères, eh bien là, j'ai mis 4 groupes pour essayer différentes options. Donc vous voyez là, c'est très compliqué, mais vous remarquez que comme je l'ai déjà enregistré, ça sera, je n'ai plus qu'à rappeler le modèle que j'ai enregistré et ça marche tout de suite. Voilà, là, ça donne l'impression d'un texte qui s'efface sous les outrages du temps. Voilà, c'était l'effet que j'ai recherché. Donc ça s'applique bien ici à ce qu'on veut faire. Maintenant, on va remettre la durée qu'on avait précédemment. Je crois qu'on avait 6 secondes, voilà. Voilà. Donc là, on a vu qu'il y a énormément d'options, ça peut devenir très compliqué.
Regardez, je le fais ici au début. Là, par exemple, je dis que je veux quelque chose par ligne. Ajouter un groupe. La première vers dernière, là je mets dernière vers premier. Ajouter un autre groupe. Bon, j'ai 3 lignes, je vais pas faire plus de 3 groupes. Hein. Et là, je mets à partir du centre. Voilà. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà. Donc, vous voyez, c'est bon, c'est une possibilité, mais c'est pas très heureux dans la mesure où on peut plus lire le texte dans sa continuité. Mais voilà comment on rajoute des groupes, c'est pas compliqué. Et on les supprime en cliquant sur le X, bien entendu. Voilà, donc on peut faire plein de choses. Le tout, c'est de trouver ce qui correspond le mieux à ce que vous recherchez. Donc on revient ici à fondu doux pour commencer, et c'était l'idéal. Voilà, là on a le temps de lire le texte. Et puis là, il s'efface de manière un peu évanescente. Voilà, mais j'aime bien, donc je vais le conserver. Bon, donc cette animation, eh bien, il faut un peu jouer avec, et assez vite, on arrive à quelque chose, à l'effet désiré. Donc, bien sûr, comme tous les effets, il faut rester modéré dans l'usage, hein, parce que sinon, l'effet devient trop spectaculaire par rapport au discours du projet que vous êtes en train d'utiliser. Donc ça le gâche un peu. Hein. Il faut savoir doser les choses. En numéro 3, j'ai mis quelque chose qui va beaucoup servir, c'est la possibilité désormais de déplacer très facilement les objets dans l'arborescence. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. Il fallait utiliser les touches du clavier en faisant des contrôle page up, page down. Bon, on ne pouvait pas sortir d'un groupe. Donc ça c'est quelque chose de simple mais de très utile. On va le voir tout de suite. Voilà, ici j'ai des cartes à jouer. Alors vous voyez, la dernière c'est celle que j'ai mise numéro 5. Là j'ai la 4, là j'ai la 3. 2. Alors je pourrais inverser l'ordre, mettre la 1 ici, la 2 ici, la 3 ici, la 4 ici. Alors en inversant l'ordre, bien sûr, j'ai inversé la superposition des images. Pourquoi pas? Voilà, donc je peux faire ça très facilement. Je peux aussi décider que telle carte, maintenant, elle fait partie de l'arrière-plan et plus du premier plan, hein, ce qui ne changera pas grand-chose, sauf si je la mets derrière, là, voilà. Hein, donc, vous voyez, on peut mettre les cartes... Attends, là, elle n'est pas rentrée dans le... Hop, voilà. Ici, elle est bien dans l'arborescence, vous voyez, donc ça se joue à pas grand-chose. Regardez bien le trait bleu, ici. Vous voyez, hop, quand je sors, il revient au début de la ligne, au début de l'arborescence. Voilà, là je suis en dehors, là je suis dedans. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très pratique qu'on utilisera facilement. Alors autre chose qu'on va beaucoup utiliser, c'est le choix du centre pour la transition forme. Ça, vous voyez, c'est ici, choix du centre de la transition, c'est quelque chose de nouveau et on va tout de suite voir comment on s'en sert tout simplement à travers cette démonstration. J'ai une photo ici, c'est la cathédrale de Sully-sur-Loire. Non, c'est de la Charité-sur-Loire, pardon, voilà. Et ici, vous voyez, je voudrais, là j'ai la transition standard, je voudrais faire une transition qui commence par faire découvrir le parasol. Je clique, alors je passe, vous voyez, si je suis en mode ligne de temps, c'est pas commode, mais si je suis en mode vue, je viens ici, je clique sur le choix de la transition. Non, annuler, c'était pas celle-là, c'était celle-là, pardon. Voilà. Et je choisis la transition forme. Alors par défaut, vous voyez, c'est une forme ronde, circulaire, et
on va vers le centre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt quelque chose qui part du centre. Alors maintenant, je voudrais que ça parte non pas au centre de la vue, mais au centre du parasol. Alors je clique sur mon image là quand elle apparaît. Je peux cliquer encore, voilà, ici elle apparaît mieux. Et puis je viens cliquer sur choix du centre de la transition. Vous voyez, quand je clique, le curseur devient une croix, une mire. Je maintiens le clic gauche appuyé. Je me mets au centre là de mon parasol, je relâche et voilà, c'est fait. Donc ensuite je peux modifier l'intensité de la chose. Je peux faire quelque chose, vous voyez, de très marqué ou quelque chose d'ultra doux. Et là on va choisir une valeur moyenne, voilà. Donc ça c'est très pratique maintenant de pouvoir mettre le centre tout simplement comme ça d'un coup, d'un clic de souris. Voilà, je fais annuler pour garder mon projet dans l'état où il est aujourd'hui et pour pouvoir refaire la démonstration. Alors voyons maintenant la meilleure gestion du flou que propose PTE V11. En fait, PTE V11 nous donne désormais 4 possibilités de gérer le flou. Donc le type de flou, désormais nous avons 4 types, alors qu'auparavant nous en avions qu'un seul qui s'appelait flou et qui s'appelle désormais flou gaussien. Nous avons aussi le gaussien étendu, le bokeh et le directionnel. Nous allons voir ça ensemble. Alors tout d'abord, ça c'est ce qui existait auparavant. C'est le flou gaussien. C'est la façon, on utilise un théorème de Gauss pour le calculer. Alors là, ça se voit pas trop, l'image est sur fond noir, et vous devinez que ici, les bords de l'image sont atténués. Et ça se voit pas trop sur cette image, mais si vous voyez maintenant, si j'affiche, si je passe à la suivante, voilà, gaussien étendu. Ah, vous voyez que là, ça s'est beaucoup plus éclairci. Peut-être même un poil trop éclairci, ou alors c'est la différence entre les deux photos qui cause ça. Ça, c'est le nouveau type de flou, gaussien étendu. Le but, c'est d'avoir des bords francs lorsqu'on est en plein écran, et non plus des bords dégradés et chancrés. On voit mieux ça si, au lieu d'utiliser un fond noir, j'utilise un fond blanc. Voici le gaussien traditionnel. Alors vous voyez sur fond blanc, cela produit un vignettage blanc. Alors ce vignettage blanc, bon, certains peuvent aimer, mais en général, aujourd'hui, maintenant, c'est quelque chose qui paraît absolument ringard. Personne n'en veut. Donc ce qu'on utilise, en général, on utilise du flou en plein écran quand on a une image qui n'est pas du bon format et qu'on veut avoir un fond flou, et puis on incrustera l'image au format réduit dans ce fond flou, et on ne veut pas avoir un vignettage noir ou blanc. Blanc, c'est encore plus atroce. On veut éviter ça. Donc voilà, gaussien étendu. Je suis toujours sous fond blanc, et vous voyez que c'est complètement disparu. Donc on peut dire que ce premier flou ne vient que corriger un défaut d'aspect qu'on pouvait rencontrer lorsqu'on utilisait un fond flou. Il y a deux autres types de flou. Maintenant, il y a ce qui est nommé le bokeh. Alors le bokeh, c'est un terme pour désigner le flou en photographie. Et là, vous voyez, vous avez une simulation d'un flou de photographie. Vous reconnaissez les marques du diaphragme. Ici, un diaphragme qui aurait 1, 2, 3, 4, 7 diamètres, 7 lamelles ou 6, je ne sais plus, 2, 4, 6. Voilà. Et puis vous avez le flou directionnel qui, lui, simule le flou de fond filet qu'on obtient en photo sur les poses longues.
quand on fait un mouvement panoramique, on obtient ce flon filé. Alors vous voyez, il y a un paramètre supplémentaire pour indiquer la direction, hein, tandis que pour le bokeh, on a aussi la direction et l'intensité de la défocalisation, qui s'appelle ici bokeh. Alors nous allons voir tout ça maintenant en détail. Donc ici tout d'abord le flou gaussien sur fond noir. Là on voit bien le fond noir, hein, on ne le voyait pas très bien tout à l'heure sur mon écran. Et donc c'est l'image qui est là, vous voyez, donc c'est bien le style gaussien. Et maintenant sur le nouveau flou qui est Gauss étendu, vous voyez, ça a disparu. Et si je reviens sur gaussien, là vous le voyez. Vous voyez bien la différence. Alors là, c'était l'exemple sur fond noir, qui est corrigé, sur fond blanc, pardon. Et ici, vous voyez que le fond de mon image est bien blanc, hein, et que le bord de l'image, ici, est bien traité. Gaussien étendu, la différence est manifeste. Donc, je le répète, ça, on fait ça quand, en général, on veut mettre l'image ensuite qui n'a pas le bon format, ici en un peu plus petit, avec l'autre en fond. C'est l'usage principal, c'est ce qu'on voit à la télé dans chaque reportage, dès qu'ils utilisent une vidéo filmée par un témoin et filmé en vertical avec le téléphone, hein, on voit ça presque chaque jour au journal télévisé. Donc maintenant, le flou directionnel, le flou de bokeh, pardon, avec une notion de direction, vous allez la voir apparaître, cette notion de direction. Donc ici, voilà, pour le moment, elle n'est pas activée. Je peux le faire là, voilà, vous voyez, ça tourne. Ce sont les petits polygones qui représentaient les lamelles du diaphragme qui tournent. Donc ça va servir pour les animations, les transitions en particulier, ça sera bien utile. En général, on conseille de ne pas dépasser la valeur 50 pour le bokeh, parce que vous voyez, ensuite, ça devient très spécial. Hein. Donc là, il n'y en a pas. Là, on met 50. Bon, voilà. Et la direction, on met ce qu'on veut. Je dis, ça c'est plutôt pour faire une animation. Le flou directionnel, lui, donc on a dit, c'est l'équivalent du fond filé en photo. On peut l'accentuer, plus ou moins. Et on peut le faire tourner. Alors là aussi, quand on le fait tourner, ça devient quelque chose de très intéressant pour les animations. Ou alors là, vous avez un fond complètement abstrait, hein, donc en jouant sur ces paramètres, ça peut toujours servir. Donc ici, un exemple, voilà, faisant varier les différents paramètres, mais on vient de le faire à la main. Alors maintenant, quand on reste sur une image de petit format qui ne tient pas tout l'écran, eh bien, on retrouve les bords qui ne sont pas complètement rapplis. En fait, c'est quelque chose, c'est la façon dont fonctionne la création de ce flou. Donc là, je suis en flou directionnel. Si je suis en gaussien ou gaussien étendu, là, il n'y a pas de différence, petit format. Et pour le bokeh, alors vous voyez, le bokeh, il bave au-dessus. Alors ça, ça peut produire des effets intéressants, mais parfois, ça ne va pas correspondre à ce que l'on souhaite. Donc, on va utiliser des masques pour obtenir
pour mieux gérer ça quand on le désire. Donc ici, voilà, j'ai représenté un iPhone avec un écran noir et j'ai mis dessus une vue, le château de Sully-sur-Loire. Maintenant, quand je mets ça en flou, eh bien, vous voyez, les bords de l'image sont mangés. Tandis qu'en dessous, j'ai des bords super nets. Et pour avoir ces bords super nets en dessous, j'ai rajouté un masque. Voilà, ici le masque, c'est un simple rectangle. Voilà, ici de 540 sur 960. Hop. Bon, il est tourné de 90 degrés. Hein. Et maintenant, j'ai un peu agrandi l'image. Alors ici, voyons un peu la taille de l'image sur cette vue. C'est 164 516. Et ici, c'est... voilà. Là, voilà. 168,92. Donc, vous voyez, il y a 4% d'écart. Mais enfin, en fait, c'est 4 points sur 160. Donc, ça représente même pas 5%. Et vous voyez, de visu, on ne remarque pas que l'image est agrandie. Donc, cette supercherie, ce petit truc, fonctionne très bien. Donc, je fais ça pour le flou gaussien. Ça donne exactement la même chose avec les mêmes proportions pour le gaussien étendu. Et pour le bokeh, eh bien, ça évite de baver partout, comme ici. Là, on voit, ça bave plus. Ben, c'est très bien, hein, c'est tout simple. Et pour le directionnel, ben oui, le directionnel, il bave dans un sens, et là, il ne bave plus du tout. C'est complété, et toujours avec une différence de proportion absolument minime, 165-52 au lieu de 164. J'ai bien fait attention que ce soit les mêmes paramètres, donc ici c'est vraiment 3 fois rien, et évidemment à l'œil on ne distingue pas qu'il y a une image un peu plus grosse qu'une autre de 0,5% ou 0,6%, c'est complètement indétectable. Donc voilà comment utiliser, si on le désire, ces nouveaux flous. Lorsqu'ils sont en petit format, ils ne tiennent pas tout l'écran. Alors ceci nous amène aux nouvelles transitions. Là on va se douter que les flous, ça va donner de nouvelles transitions. On va avoir le fondu au flou, le photopliage qui est tout à fait différent, et là deux autres nouvelles transitions qui sont liées à la carte de déplacement. Donc on va voir déjà ce que ça produit. Voici le fondu avec ondulation, qui utilise les cartes normales, et les ondulations circulaires, encore les cartes normales, on va y revenir tout à l'heure. Le photopliage qu'on peut faire dans les 4 directions différentes, donc c'est très pratique. Et le fondu au flou, on vient de voir le flou, donc ça ne nous surprend pas. Donc ici, on va regarder où ça se trouve dans les transitions. Donc ici, voilà le fondu au flou. Voici dans la carte de déplacement le fondu avec ondulation. Voilà les ondulations circulaires. Le fondu au flou qui est dans les transitions avancées. Le glissement avec flou, que je n'ai pas montré, mais bon, ça marche aussi. Et ensuite, toutes des transitions qui existaient déjà. Et là, au fond, la photopliage avec la possibilité de plier comme on le désire. Voilà, c'est une transition très simple mais intéressante. Alors, au niveau des styles,
eh bien, ces nouveautés qu'on a commencé à voir vont permettre de créer beaucoup de nouveaux styles. J'en ai listé, je crois les avoir tous listés ici. Album photo 3D, collage, galerie droite, galerie gauche. On va rapidement jeter un œil à tout ça. Et tout d'abord, le style suite photo, que je trouve assez intéressant. Quand vous avez des photos bon, qui valent la peine d'être montrées, mais qui ne sont pas des chefs-d'œuvre, hein, ce qu'on appelle pudiquement des photos de reportage. Hein, bon, voilà, c'est des photos pas mal. Sur celle-là, je l'aime bien. Mais les autres, bon, c'est du reportage. Hein, c'est intéressant. C'est le sujet qui est intéressant, mais la photo sur le plan esthétique est pas géniale. Donc ici, voilà, j'ai mes... vous voyez, ça, c'est la plus belle photo du lot. Et puis, je termine sur celle-là, qui est une des moins bonnes. Alors ça, je vais en fait modifier l'ordre. Ça, c'est l'ordre dans lequel les photos ont été prises. Je vais le modifier. Pour ça, je vais dans Style. Donc tout de suite, il va sur ce style, Suite photo. Et là, il y a quelque chose de nouveau. C'est ce petit triangle ici, sur lequel on va cocher, et qui nous permet d'afficher les images qui constituent le style. Alors là, je terminais sur celle-là, et bien celle-là, je vais la mettre là au milieu, voilà, je l'ai fait glisser. Alors je pourrais la supprimer et la remplacer, et je supprime en appuyant sur X, je remplace en appuyant sur plus, évidemment, mais là, je ne le fais pas. Je voulais tout simplement modifier cet ordre, et je fais appliquer, et maintenant, ben voilà, je vais terminer sur celle-là. Et puis celle-là, comme je l'aime, je vais mettre une durée de 5 secondes, par exemple, hein, parce que je trouve qu'elle le mérite. Donc ça va passer beaucoup mieux, hein, on regarde ça tout de suite. Hop, voilà. Donc vous voyez, ce style est très bien fait, les images s'enchaînent les unes aux autres, hein, de manière très naturelle. Il y a un petit effet de halo lumineux. Bon, celle-là, elle est au milieu ce coup-ci, elle marque la transition entre les deux sujets. On arrive au village, voilà, bien ces petits-enfants. Et puis celle-là, c'est la dernière, la plus jolie. On la garde un peu plus longtemps que les autres. Et voilà. Ensuite, une autre série de reportages, ici. Alors, toujours la même chose. Ça, c'est les photos dans l'ordre de la prise de vue. Alors, on est en train de manger des araignées sur un marché, où c'est la grande attraction. Alors ça, c'est moi. Ça, c'est la plus amusante quand on voit mon collègue en train de manger une pâte. Donc là encore, on va aller chercher un style et thème. C'est collage, celui-là. Et puis, même chose, on va modifier l'ordre des images. Je trouve que la plus intéressante, c'est celle-là. Eh bien, je la mets à la fin, voilà. Et puis, moi, je vais me mettre là au milieu, vous voyez, ici, parce que ensuite on voit 2 fois ce personnage, donc il vaut mieux qu'il soit là. Et voilà, j'ai modifié facilement ce style avec plusieurs images. Et maintenant, ça donne quelque chose de plaisant. Donc là, encore, c'est encore plus des images dites de reportage, c'est-à-dire, bon, on contrôle pas trop l'arrière-plan, ça va vite, on rigole, on est avec des amis. Donc ce style-là convient très bien. Hein. Ce ne sont pas de belles photos, c'est un sujet amusant, voilà. Donc on va aller vite hein, sur ces images. Et voilà, et puis si on fait un commentaire, on racontera que, évidemment, on pouvait manger ces araignées, et quand elles étaient mortes, on ne les mangeait pas vivantes, évidemment, et elles n'avaient plus de venin. Bon, ben voilà, nous sommes passés au sujet suivant, qui est un gros sujet, c'est le déplacement fluide. Alors le déplacement fluide, c'est une nouveauté de PT11 qui va intéresser tous ceux qui font des panoramiques et des zooms dans leur diaporama et qui veulent bien sûr réaliser des mouvements très fluides. C'est ce que permet justement ce type de modificateur. Donc ça, vous voyez, là c'est un
déplacement d'un objet sans modificateur et ça rebondit un peu sur l'écran. C'est pas du tout ce qu'on recherche. On recherche quelque chose de plus doux et pour ça on utilise des modificateurs, ce qu'on va voir tout de suite. Donc vous voyez, sans modificateur ici, il n'y a aucun modificateur ici ni là, et mon trait donne l'impression de rebondir, hein, ce qui fait un peu maladroit. Ça rappelle les premiers jeux vidéo qui sont sortis dans les années 70-80, hein, 80 on va dire, allez. Donc ça fait 40 ans. Donc ça, évidemment, ça fait un peu dépassé. Donc ici, j'ai mis un point jaune et un point vert. Et le point vert, lui, a des modificateurs. Donc ici, vous voyez, vitesse d'animation douce. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de zoom, donc il y a uniquement un mouvement de panoramique. Donc je n'en mets, le modificateur uniquement sur panneau. Et là, on voit ce qui se passe. Ça démarre plus lentement, puis ça dépasse l'autre, et puis ça freine vers la fin. Ce qui fait que le mouvement est un peu moins heurté, mais un peu moins seulement. Alors ça, c'est ce dont on disposait depuis la V9, et la V10 aussi, et maintenant en V11, on a une troisième possibilité, c'est celle d'utiliser un modificateur appelé déplacement fluide. Alors, vous voyez, tous les points sont au même niveau, mais quand il se déplace, il y a des accélérations et des ralentissements différents. Et vous voyez le point rouge, il suit une trajectoire légèrement différente, beaucoup plus arrondie que les autres. Voilà. Alors, ma foi, là, si c'était pour un jeu vidéo des années 80, on utiliserait ça, mais en fait, ça sert quand on déplace toute l'image pour faire comme si on avait des mouvements de caméra panoramique et zoom. Ça, je m'y attarde pas, on a compris. Et on va voir ce que ça donne en image. Donc, d'abord, sans modificateur. Donc c'est un tableau de Bruegel l'Ancien, de Jérôme de Bruegel l'Ancien. Ah oui, c'est ça, j'ai failli dire Jérôme Bosch, non, c'est Bruegel l'Ancien. Donc ça, vous voyez là, il y a eu un petit rebond, un peu désagréable. Très belle, très beau tableau de la Tour de Babel, qui se trouve au musée de Vienne, en Autriche. Vous voyez, plein de détails. Alors vous voyez, là c'est... Alors normalement, lorsque j'ai utilisé cette vue, j'ai utilisé... elle s'est déroulée sur un temps de 2 minutes. Là, je vous la présente en 1 minute seulement. Donc c'est un peu trop rapide. Et en plus, là, comme il n'y a pas de modificateur, ça secoue pas mal. Hop, vous voyez, là, c'est désagréable. Donc voilà maintenant, avec les options douces, ce que ça donne. Donc on arrive vers le haut, il y a un effet de ralentissement, voilà, c'est déjà plus agréable, hein. On sent le ralentissement, on sentirait encore plus si ça durait 2 fois plus longtemps, si j'étais sur 2 minutes au lieu d'1 minute. Mais déjà, vous voyez, on apprécie un peu mieux le tableau, justement parce qu'il y a un ralentissement au moment du changement de direction, donc ça donne un mouvement déjà plus fluide. Et ça, c'est ce dont on disposait en V9 et en V10, et dont on était très très satisfait, hein. C'était plus facile à utiliser, ça existait auparavant, mais c'était beaucoup moins facile à utiliser, voilà. Et maintenant, on va voir ce que ça donne avec le déplacement fluide. Hop. Donc là, c'est pareil. On a le sentiment de ralentissement,
Et puis vous voyez, c'est un peu plus arrondi, beaucoup plus agréable. Donc on voit beaucoup mieux ce qui se passe dans l'image, parce qu'elle est moins secouée. Voilà, c'est magnifique. Voilà, bon, ben, chaque fois que je revois ce tableau, je m'extasie sur la foule de détails très bien vus dont il fourmille. Et vers la fin, voilà les caravelles, et voilà, on revient avec beaucoup plus de fluidité, donc le mot déplacement fluide n'est pas usurpé. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans un déplacement fluide? Bien, vous le voyez, quand j'arrive à un point d'inflexion, donc ça correspond au point de contrôle, eh bien, il y a une espèce d'arrondi qui se produit. Il y a le ralentissement et l'incurvation de ça. Enfin, ce sont des courbes de Bézier qui sont calculées automatiquement et qui nous donnent ce déplacement fluide. Alors, si le changement de direction est très important, eh bien, on remarque que les sommets des deux courbes ne sont pas superposables. Donc, lorsqu'on a rajouté le modificateur déplacement fluide, dans certains cas, il faut ajuster les coordonnées qui sont au point de contrôle pour que ce sommet ici corresponde bien à ce qu'on recherche dans le mouvement de panoramique qu'on a effectué. C'est pas très difficile et donc ce nouveau modificateur déplacement est très facile à utiliser, très pratique et on n'a pas besoin, on en utilise moins que lorsqu'on utilisait l'ancien système où il fallait en mettre sur le panoramique, sur le zoom, sur enfin tout ce qu'on pouvait modifier, les rotations. Là, en général, en le faisant uniquement dans la case panoramique, ça suffit pour obtenir quelque chose de bien. Alors maintenant, nous arrivons à l'opacité imbriquée. Nous allons voir maintenant de quoi il s'agit. Ça consiste dans la gestion des objets parents-enfants. Donc tout le monde n'utilise pas forcément ces choses-là. Donc c'est pour ça que c'est en milieu d'exposé, alors que c'est quelque chose qui est très important pour ceux qui réalisent des animations un peu élaborées. Donc on va voir un exemple ici avec cette vue de la cathédrale de Chartres. Et puis, vous voyez, au bout d'un moment, je fais disparaître à la fin, au bout de 5 secondes, je fais disparaître cette image qui était censée représenter un extrait d'un vitrail, là, comme si je venais de le photographier avec mon téléphone. Voilà. Donc, voilà, tout simplement, ça s'efface. Mais pour effacer tout ça, la grande nouveauté, c'est que j'ai simplement utilisé un point de contrôle. Vous voyez, ici, l'opacité est à 100, et au point de contrôle suivant, elle est à 0. Et tout s'est effacé. Alors ça paraît normal, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, c'est parce que c'est une propriété nouvelle qui s'appelle opacité imbriquée, qui n'existait pas auparavant. Alors auparavant, la chose qui se passait, mon téléphone s'effaçait, mais le vitrail et la légende restaient toujours présentes, ce qui n'était pas du tout l'effet recherché. Vous voyez, le vitrail, là, il est dans un masque, bien sûr, parce que l'image entière est plus grande. Bon. Mais vous voyez, avant, il fallait que je vienne rajouter des points de contrôle sur le texte, sur l'image, pour faire disparaître tout ça. Hein, c'était un peu laborieux. Maintenant, je dis tout simplement, non, c'est une opacité imbriquée, ce qui est dans les propriétés, bien sûr, de l'objet. Alors, je vais prendre l'iPhone noir. Objet principal, non, opacité imbriquée, et là, tout disparaît. Donc ça facilite grandement
la réalisation de certaines animations. Donc voilà l'effet en grand écran. Hop, ça marche très bien. J'aurais pu rajouter un mouvement, comme si ça sortait de l'écran, pourquoi pas. Et donc nous arrivons à quelque chose d'assez semblable, c'est le filtre de couleur imbriqué. Les filtres de couleur imbriqués, c'est comme pour l'opacité, mais c'est pour les filtres de couleur. Alors là, par exemple, je déploie mon jeu de cartes, et puis j'applique un filtre de couleur sépia. Voilà, c'est réalisé sur les cartes, sur toutes les cartes à la fois. Et pour ça, bien sûr, je n'ai eu besoin que d'indiquer que c'est l'objet parent, ici un cadre, qui va avoir le filtre couleur imbriqué. Ce qui facilite énormément le travail. Là, il n'y a pas de filtre couleur. Et ici, il est appliqué à fond. Alors, je viens ici dans les animations. Le voilà, réglage couleur, virage sépia. Je peux m'amuser à changer et le mettre, par exemple, en bleu. Bon, pourquoi pas. Voilà. Et vous voyez, je ne le fais que sur le cadre qui s'appelle foreground, c'est-à-dire premier plan, parce que si je veux faire des transitions, j'ai pas besoin de toucher l'arrière-plan. Voilà. Et vous voyez, ça s'applique uniquement là, tandis qu'auparavant, il aurait fallu que je l'applique sur chacun de ces objets, que je rajoute des points de contrôle. Ici, que je rajoute des points de contrôle, là, et pour tous ces objets, et ici, là aussi, pour obtenir la même chose, quelque chose que j'obtiens désormais d'un seul coup, ce qui, là encore, fait gagner énormément de temps et permet d'obtenir de très beaux effets lorsque on est un utilisateur avancé, parce que, il faut le reconnaître, tout le monde n'utilise pas ces possibilités de liens parent-enfant, qui sont ici assez développées. Bon, ça prend du temps, mais c'est gratifiant, et puis c'est pas très difficile à réaliser quand on a pris l'habitude. Ça vaut la peine, à mon avis, de s'y mettre. Mais bien sûr, chacun fait comme il veut. Voilà, hop, on revoit encore l'effet. C'est très bien. Et on passe au suivant. Alors maintenant, nous allons voir une autre nouveauté, beaucoup plus secondaire en fait, que tout le monde peut utiliser, mais je la trouve quand même moins importante. C'est comment appliquer un style au fichier qu'on est en train de sélectionner. Alors ça peut, c'est quand même pas mal, donc on va voir ça ensemble. Donc ici, je vais rajouter deux images là. Par exemple, cette vue de la cathédrale d'Auxerre et cette vue du château de Sully. Donc j'appuie sur la touche CTRL pour les sélectionner. Puis je fais un clic droit sur ma souris et je fais appliquer le style au fichier sélectionné, ce qui m'ouvre la bibliothèque des styles. Et ici, je vais choisir voilà, ce style-là, encadrement en bois, format 16/9, appliqué. Bon voilà, ça c'est un style que j'ai créé il y a quelque temps et que je diffuserai un jour ou l'autre parce que ça peut intéresser d'autres utilisateurs. Alors vous voyez, c'est moyennement pratique parce qu'ensuite il faut venir le repositionner au bon endroit quand on travaille. Bon voilà, mais ça existe et ça permet d'utiliser quelque chose comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est un style que j'ai créé qui permet d'utiliser des formats différents. Voilà, ça fait une belle présentation et puis la légende s'écrit automatiquement. Alors maintenant, on va voir comment créer un style rapide. Ça encore, ça c'est quelque chose qui intéressera, à mon avis, beaucoup plus d'utilisateurs. Pour peu que vous fassiez
un certain montage dans une image ou une animation, vous allez utiliser cette création de style rapide. Donc on va prendre un exemple ici. Donc je vous montre de quoi il s'agit. J'ai une légende, là, bon, qui ne bougera pas. J'ai une photographie qui est dans un format différent du format de l'écran. Hein, donc c'est du 3,5, alors que je suis à 16/9. Un séparateur pour le fond. Et là, un fond, hein, vous voyez, où l'image tient tout l'écran et elle est floue. Voilà. Donc ça, c'est, par exemple, j'ai fait ça. Et puis j'ai des images format 3,5. Alors que je veux utiliser. Il faut que je les retrouve. Je pense que c'est là. Oui, c'est là. Bon, ben voilà. Enfin, en tout cas, il y en a ici. Non, ce n'était pas celui-là auquel je pensais. Bon, tant pis. On va utiliser celui-là. Alors, j'ai au moins une image et je veux appliquer le même style. Pour y en avoir plusieurs. Alors là, je vais prendre mais cette image, par exemple, il y a plusieurs personnages. Je veux qu'elle dure 15 secondes. Alors je tape mes 15 secondes. Et je veux mettre une transition qui sera... voilà, cube 3D. Voilà, c'est celle-là que je cherchais. Ok. Bon, et puis je veux appliquer le style d'image qui est là, mais sans modifier la durée et sans modifier la transition. Donc pour ça, je viens ici et je vais créer un style rapide. Alors, vous voyez, il y a le raccourci Shift-Ctrl-N. Alors, c'est le raccourci que je vais utiliser, Ctrl-Shift-N. Et maintenant, je peux l'appliquer ici. Je pourrais y avoir plusieurs images, ça marcherait de la même façon. Ctrl-Shift-Q. Et voilà, c'est fait. Oh, puis je dis, ah ben non, ça va pas. Le fond, là, il est minable. Hein. Donc, il faut que je modifie ça. Ici, j'ai choisi un flou directionnel, je pense. Oui, c'est ça. Mais il n'est pas assez fort. Donc, il faut que je le mette au moins comme ça. Et puis, voilà, je vais le mettre en diagonale. Voilà, ça c'est mieux. Bon, c'est mieux, mais du coup, c'est pas cohérent avec le premier. Ben, c'est pas compliqué. Je refais Ctrl-Shift-N. Et je refais Ctrl-Shift-Q. Et voilà. Et ce coup-ci, c'est cohérent. Et ce coup-ci aussi, je vais avoir conservé la transition que je voulais mettre, qui convient tout à fait pour cet exercice. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être utile hein, dans un montage lorsqu'on a pris l'habitude de s'en servir. Hein, vous voyez, ça permet d'harmoniser plus rapidement un groupe de photos, sachant que, bien sûr, comme toujours, je le répète jamais assez, on peut utiliser ça pour 2-3 images consécutives dans un montage, mais il ne faudrait pas s'amuser à l'utiliser sur 10 images de suite, c'est se moquer du spectateur, parce que bon, c'est vraiment lassant lorsque ça se reproduit trop souvent. Voilà, mais là, comme ça, c'est pas mal. Alors nous arrivons maintenant à quelque chose de tout à fait différent, c'est la possibilité d'exporter les vues en images. Alors ça peut avoir plusieurs utilités. Moi il y en a une qui me sert assez souvent, c'est parce que je fais des présentations qui sont contrôlées au clavier, hein, ce sont des conférences d'histoire de l'art. Et à ce moment-là, j'aime bien me faire un storyboard hein, pour savoir, pour mettre mes notes sur chaque image. Donc j'ai besoin d'avoir mes notes sur des feuilles papier pour savoir ce que je dois dire tout au long de la conférence.
Et je sais que certains, ceux qui sont les plus avancés dans les diaporamas, ceux qui font des diaporamas de concours, par exemple, utilisent souvent des storyboards pour préparer les commentaires ou les dialogues dont ils vont agrémenter leur diaporama. Donc ici, vous avez un type de storyboard. Je me suis inspiré de ce qui existe, qu'on trouve dans un logiciel baptisé Isis. Donc j'ai pris un diaporama synchronisé et court, que j'avais réalisé il y a quelques années. Donc j'ai mis ici les différentes vues. La première, c'est un noir. Et puis là, c'est des images que j'ai capturées dans le diaporama pour les mettre dans l'ordre avec les commentaires que j'ai tapés à côté. Et ensuite, bien sûr, je vais pouvoir enregistrer ces commentaires. Et au moins, quand je les enregistre, je vois l'image à côté. Ça m'aide à être plus vivant dans la lecture de ces commentaires, puisque je sais exactement à quoi on fait référence. Bon, mais enfin, ça, c'est un usage assez spécial et finalement assez peu répandu. Mais, par exemple, je peux avoir envie de capturer cette image, soit pour faire un storyboard, soit pour la partager sur un forum en disant, ben voilà un peu l'effet que j'ai obtenu. Donc pour ça, je fais un clic droit et je choisis exporter les vues en image. Alors les vues, bon là j'en ai sélectionné qu'une. On me propose par défaut le format PNG, qui est un format très intéressant puisque il est très lourd, mais il n'y a aucune perte de qualité d'image. Et puis ici, j'ai une taille d'image qui, alors là, vous voyez, j'ai la taille que j'ai choisie pour mes vignettes, 600 sur 338. Ça devait correspondre à ce que je cherchais à ce moment-là. Mais j'ai la possibilité, bien sûr, de choisir la taille qui m'intéresse, donc 1920 par 1080. Donc vous voyez, j'ai un petit cadenas qui est fermé ici, donc les proportions sont fixes. J'ai la possibilité de changer. Je peux choisir la vue sélectionnée, ou les vues sélectionnées, toutes, ou alors dire que je commence pour la position actuelle, ça va y revenir tout à l'heure, mais donc soit la vue sélectionnée, soit toutes, et puis je peux préciser dans quel dossier cela va se mettre. Moi, en général, j'utilise, alors le projet c'est V11, on va par exemple, et les vues vont s'appeler, alors celle-là c'est la vue 60, ben ça sera vue 60, et je vais mettre ça dans un dossier qui est créé pour ça, que j'ai mis là, qui s'appelle sortie exif, pour pas que ça se mélange avec les photos que je prends d'habitude. Alors là, il faut que je me remette sur le projet en question. Voilà, sortie exif. Et vous avez ici les images que j'ai capturées. Alors vous voyez, bon, ça apparaît, c'est des tout petits formats, c'est parce que j'utilise, vous voyez, un 400 sur 225, là ce sont vraiment mes vignettes. Voilà, ici, les vignettes que j'utilise. Alors celle-là, je l'utilise pour pouvoir faire un sommaire avec les positions exactes en minutes, en secondes et minutes des différents sujets. C'est pour le découpage en chapitres que je vous propose aujourd'hui pour ce sujet. Voilà, et donc voilà, on peut capturer tout ça dans le format qu'on veut. Là c'est plein format, et les autres c'est des formats de vignettes. Donc c'est très pratique, ça peut avoir différents usages, bien sûr. Et puis quelque chose que je n'ai pas montré, c'est que lorsqu'il y a une animation sur une photo, alors pour ça on va se mettre en mode ligne de temps. Voilà, alors là vous voyez, ma photo au début elle est comme ça. Et puis, si je voulais faire une capture, je la capturerai à ce moment-là. Je vais faire ça, voilà.
je capturerai à ce moment-là. Donc, c'est là que j'utilise l'option exporter des vues en image depuis la position actuelle. Parce que ce qui m'intéresse, c'est ça, hein, et c'est pas avant. Je ne me souviens plus si on voit la transition. Alors, il faudrait qu'il y ait une transition quelque part. Là, il y en avait une. Je ne sais plus, je ne crois pas qu'on puisse capturer la transition, ce qui intéressait certaines personnes, hein, bien sûr. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'était pas possible. Donc on va essayer. Parce que vous voyez, on capture des vues entières. Donc là, est-ce qu'on est sur la vue 60 ou la vue 50, je ne sais pas. Je valide. Et vous voyez, ça m'a capturé la vue à son début et pas la transition. Voilà, donc ça a été une demande qui a été faite et les développeurs ont expliqué que ça leur demandait de revoir toute l'architecture de ce système et qu'ils ne le faisaient pas parce que ça prendrait trop de temps, même si bien sûr ça serait utile à certaines personnes. Hein. Donc ça, on le fait avec les outils de Windows si on veut capturer un moment dans une transition. Ce n'est pas encore disponible avec cet objet. Mais c'est quelque chose donc de très utile à ce détail play. Alors maintenant, il y a des petites nouveautés dans la gestion des vidéos. On a le son lorsqu'on est en train de découper une vidéo. Donc on va voir ça ensemble. Ici j'ai une vidéo, c'est une séquence de horseball, mais je n'en prends qu'une partie, vous voyez, qui commence à 2 minutes 04 et qui a une durée de 9 secondes seulement. Hein, c'est juste le moment où un joueur vient passer tout le monde et marquer un but dans le panier, là, voilà. Donc j'ai gardé que cette séquence. Mais on peut, bien sûr, on peut importer toute la vidéo et choisir juste ce moment-là en appuyant ici sur le réglage des paramètres. Alors bon, c'est plus facile si on agrandit l'écran. Et vous voyez, donc ça commence ici, ça s'arrête là. Alors je pourrais voir le faire commencer là. On va regarder le ballon, 7 minutes. Mais bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. 22 secondes encore à jouer, 2 minutes 30 où le ballon est blanc. Et j'ai préféré choisir, voilà, ce moment-là où le cavalier apparaît. Et je pourrais me fier au son. Alors vous voyez, malheureusement, là j'ai un curseur. Si je pouvais ramener l'autre à sa hauteur, ça serait bien, mais c'est pas possible, ça marche pas. Donc il faut le faire un peu au pif. Donc on peut se fier au son. Bon, dans mon cas, sur cette vidéo, c'est pas l'exemple bien choisi puisque le son c'est le brouhaha. Et puis ce que je regrette, moi, c'est qu'on n'ait pas en dessous, ici, l'affichage de l'onde sonore. Ça permet quand même de découper plus facilement. Et puis surtout, je regrette aussi de ne pas pouvoir positionner des points début et fin. Des points début et fin, ils sont là, mais je voudrais différencier les points début et fin je voudrais mettre des marqueurs pour pouvoir ensuite amener le curseur de début et le curseur de fin au bon endroit. Hein. Donc on n'y est pas encore, mais malgré tout, c'est quelque chose qui peut être utile dans différentes circonstances. Alors tant qu'on est dans le domaine de la vidéo, il faut signaler autre chose, c'est les menus, le menu de création, ici qui a évolué. Avant, le menu commençait par créer un fichier exécutable pour PC, puis c'était la vocation première du logiciel qui s'appelait Picture to Exe. Hein, donc c'était pour créer des exécutables, des diaporamas à partir de ces photos. Maintenant, bon, c'est des projets audiovisuels, dit-on, et ce qui domine, c'est la création de fichiers vidéo, HD ou 4K, selon la norme H264, qui est la plus répandue. Donc, logiquement, on a mis cette option en tête.
et celle du fichier exécutable pour PC arrive là. Bon, elle continuera à exister, mais on l'utilisera moins souvent, hein, sauf quand on fait des projets contrôlables au clavier ou des projets interactifs. À ce moment-là, c'est ici qu'il faut aller. Sinon, il est certain qu'aujourd'hui, on diffuse beaucoup plus facilement une vidéo en la postant sur YouTube ou Vimeo. À mon avis, YouTube est beaucoup plus pratique et c'est complètement gratuit et sans publicité du moment qu'on ne demande pas à monétiser son travail. Donc ça a tous les avantages à mes yeux. Et puis là, il y a quelque chose de nouveau que je n'ai pas encore utilisé. C'est la possibilité de créer quelque chose pour un téléphone. Par exemple, créer des vidéos pour appareils mobiles, iPhone, iPad, ce que vous voulez. Bon, moi, ça serait sans doute ce que j'utiliserais ici, en 60p, voilà. Si je voulais mettre une vidéo sur mon iPhone. Mais je préfère les mettre sur YouTube, parce qu'ensuite je peux les voir sur mon téléphone, et sur mon poste de télévision aussi, puisque il y a un accès sur YouTube à travers la box du téléviseur. Et donc ça me permet de regarder et de diffuser mes montages directement sur la télévision, chez moi, et même chez des amis. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser YouTube, c'est très facile, et ça a mes préférences. Néanmoins, bon voilà, ça existe, et ça peut servir à beaucoup de gens pour TikTok, Instagram ou d'autres vues, en choisissant des formats bien sûr plus appropriés à ces médias. Donc maintenant nous abordons la carte de déplacement qu'ils appellent parfois carte normale. Alors dans la traduction, dans la version française, on trouve ces deux appellations, carte de déplacement, carte normale. J'ai choisi là de mettre carte de déplacement dans le style parce que c'était dans le titre, parce que c'était ce qui avait le plus utilisé à un moment. Puis maintenant je vois carte normale ici quand on ajoute un masque, donc j'ai choisi de parler de carte normale. Mais carte normale, carte de déplacement, c'est la même chose, c'est quelque chose de nouveau. Ce sont des objets un peu spéciaux qui servent à coder le sentiment de profondeur sur une image à 2 dimensions. Ça fait de la 3D à partir d'une image 2D, mais on l'utilise pour faire des effets d'ondulation, par exemple, comme ici. Voilà, j'ai réalisé ces effets. Il y a déjà 2 mois avec les premières versions bêta. Aujourd'hui, ça a un peu évolué. On peut faire d'autres effets. Alors, c'est quelque chose qui est utile surtout pour les transitions, parce que c'est une animation quand même assez particulière. Donc, tout simplement, on prend un conteneur de masque, on y met un masque qui est une carte normale, et on obtient cet effet. Donc on va le réaliser ici. CTRL X, j'efface tout. Je viens chercher un masque. Et ici, je fais ajouter un modèle de masque. En temps normal, on a une carte d'opacité. C'est ce qu'on avait l'habitude d'utiliser, un masque traditionnel. Ce qui est blanc va devenir la zone gardée, et ce qui est noir ne sera pas impacté. Là, je prends la carte normale. Ce sont par exemple les ondulations circulaires qu'on vient de voir. Ok, les voilà. Et puis je rajoute l'image que j'avais coupée. Voilà. Et puis je viens placer mon masque comme je l'avais fait ici. Là, voilà. Alors pour obtenir un effet, je peux partir de là. Voilà. Voilà. J'obtiens un effet. Alors,
si je veux un effet, par exemple, je vais mettre des points de contrôle. Donc, je vais le mettre, je vais en mettre un ici avec la visibilité à 0. Voilà. Et puis là, je vais mettre la visibilité à 1. Voilà. Et voilà, ça donne mon effet. Et puis là, je recopie. Et j'ajoute un autre point, je repasse à 0. Voilà. Bon, c'est pas palpitant. On va annuler tous les changements. Ici, c'était mieux fait la première fois. Voilà, j'avais fait un zoom plus important et c'était plus joli. Voilà. Bon, alors, j'ai montré comment ça marchait et j'ai montré aussi qu'il faut un peu d'entraînement et d'inspiration pour obtenir quelque chose d'intéressant. Hein. Donc, on peut passer beaucoup de temps à jouer avec ça. Je crois qu'il est préférable d'utiliser des modèles créés par d'autres. Hein. Ça évite de passer beaucoup de temps là-dessus. Mais on peut l'avoir fait une fois pour jouer. Hein. Mais par la suite, moi, je me contenterai d'utiliser les modèles créés par d'autres. Donc ici, par exemple, une transition. Celle-là, c'est moi qui l'ai créée. Mais depuis, il y a les transitions qu'on a vues tout à l'heure. Par exemple, c'était... Là, on va mettre la transition... fondue avec ondulation. Voilà. Ou alors ondulation circulaire. Ah, voilà, c'est celle-là qui va mieux. Voilà. Hein, voilà. Donc, vous pouvez l'utiliser dans les transitions, c'est quand même plus facile. Ou créer vos propres transitions. Ou obtenir les effets qui vous paraîtront les plus utiles pour vos montages. Alors nous arrivons... Donc nous allons passer... Alors ces icônes vectorielles, nous allons prendre un exemple. Voilà, par exemple, ce que j'ai obtenu. Donc on va refaire ça. Donc j'ai ici un texte que j'ai appelé bulle. C'est la bulle que vous voyez là, qui contient un message important. Et puis à côté, j'ai mis une loupe. Bon, pourquoi pas. Donc en fait, tout ça, ce sont des objets texte. Alors vous voyez ici, si je clique là, je fais venir un texte. Mais c'est pas ce que je veux. Je vais cliquer non pas sur le T du texte, mais sur le petit triangle à côté. Et là, ça m'affiche des symboles. Alors, le texte que j'avais eu, le symbole que j'avais utilisé, c'était celui-là. On peut les mettre par catégorie, hein, voilà, ou les avoir tous à la fois. Je l'ajoute, le voilà. Et mon texte message important, là, je peux l'attraper et venir le mettre ici. Ah ben alors là, il est derrière. Donc, hop, je le fais passer au premier plan. Et voilà. Bon, alors maintenant, je veux rajouter la loupe. Je ne sais pas où aller. Par exemple, je vais choisir ça. Et je vais le mettre ici. Pourquoi pas. Alors, dernière chose d'usage encore moins fréquent, ce sont les boutons. Alors, les boutons, c'est quand on réalise des applications interactives avec PTE, ce qui est faisable. Donc, on peut avoir des boutons. Alors, les boutons,
de contrôle, eh bien, il y a maintenant un assistant pour créer des boutons personnalisés. C'est ce qu'on va voir ici. Voilà, donc, hop, on va agrandir l'image. Pour créer un bouton, on va le recréer. On vient ici et on crée un bouton. On l'attrape, on le met à sa place. Ça, c'est le bouton standard. On peut avoir un bouton personnalisé. Mais lorsqu'il y a un bouton, il faut mettre une action, générer une action lorsqu'on utilise ce bouton. Alors, parce que sinon ça ne marche pas, tout simplement. Donc ce bouton, on va mettre comme option afficher une fenêtre ou pause. Voilà, ça mettra l'appareil en pause. Alors si ça met l'appareil en pause, on va écrire pause sur le bouton, c'est plus simple. Et ici, on a les boutons traditionnels. Donc ça c'est le modèle cyan, il y a le modèle cyan foncé, bleu foncé, etc. Il y a beaucoup de modèles, mais désormais, il y a la possibilité de personnaliser ces boutons. Alors vous avez un exemple ici de bouton dégradé vertical. Alors ça, c'est le bouton normal, tel qu'il apparaît. Donc je fais valider, voilà, parce qu'il sera plus joli. Et puis, je viens le personnaliser. Il peut avoir une allure différente lorsqu'il est actif. Donc lorsqu'il est actif, on va le faire passer au rouge. Voilà, je vais utiliser ça, oui, ok. Et je vais mettre la couleur du bord qui va passer, par exemple, en rouge, en jaune, en jaune beaucoup plus clair. Pourquoi pas. Et lorsqu'il est enclenché, on va utiliser en fait une couleur ok, validée et sombre, mais on va utiliser un dégradé vertical, voilà. Et lorsqu'on appuie, on va utiliser un dégradé horizontal. Non, mais je vais mettre dégradé vertical ici, et là, dégradé horizontal. Voilà. Bon, eh bien, on va voir ce que ça donne. Pour ça, il faut que j'aille sur l'image elle-même. Là, voilà. Et quand je vole mon bouton, vous voyez, il change de couleur. Donc, ça veut dire qu'il est actif. Vous voyez aussi que le rebord est plus clair, comme je l'ai programmé. Et quand j'appuie, qu'on voit bien que je suis en train d'appuyer, il apparaît différemment. Alors bien sûr, il m'a fait passer à la vue précédente. J'avais programmé quelque chose, pause, et comme j'étais parti de la vue précédente, il m'a ramené à la vue sur laquelle j'étais. Tandis que maintenant, hop, ouais, il fonctionne normalement. Voilà, on a vu les nouveautés de PTE. Et donc, je vous rappelle que vous avez la division en paragraphes qui vous permettra de naviguer comme vous le voulez pour aller retrouver les différents points qui vous intéressent. Donc, ça vous sert un peu d'aide-mémoire pour savoir comment fonctionne quelque chose. Il y a peut-être pas toutes les options qu'ils ont vues, mais ensuite, vous les découvrirez par vous-même car il n'y a rien de bien sorcier. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo découpée en différents morceaux pour en faciliter la lecture. Au revoir.